Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de Qui dit vrai qui reçoit pour vous l'honorable Guy Mafuta, élu de la circonscription de Tshikapa. Nous sommes là dans la province du Kasaï. Honorable Guy Mafuta, bonsoir. Bonsoir madame. Nous allons essayer de décortiquer l'actualité politique, mais également l'actualité sportive aussi. Honorable Guy Mafuta, pouvons-nous connaître en quelque sorte quelles sont les vraies raisons qui vous ont poussé à postuler en tant que député national, surtout dans la province du Kasaï? Merci beaucoup madame. Je suis né à Kinshasa, aux cliniques universitaires. Mon papa était étudiant à l'époque, il faisait la médecine. Et j'ai évolué un tout petit peu pendant 3 ou 4 ans à Tshikapa, à l'école primaire. Et nous sommes revenus à Kinshasa pour poursuivre les études. Et au bout d'un temps, j'ai travaillé longuement avec un ministre, celui de l'ancien ministre de l'EPSP, pour ne pas le citer, son excellence Makiaman Moufamba. C'est avec lui que j'ai redécouvert Tshikapa. J'ai fait beaucoup de voyages à Tshikapa et une chose m'a attiré mon attention. Quand j'étais là, beaucoup de jeunes m'entouraient. Je pouvais passer toute une journée avec beaucoup de jeunes et cela m'a interpellé. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe avec ces jeunes? Apparemment, ils n'ont rien à faire. La raison était simple. Vous savez, Tshikapa, c'est quand même une zone minière où beaucoup de jeunes s'étaient adonnés aux travaux de diamants, la recherche de diamants. Et avec la mauvaise politique des carrés miniers, qui au fait n'a eu comme conséquence que de priver les populations autochtones des diamants. Ils se sont retrouvés, même réduits, la plupart est allé en Angola. Et là, je me suis dit, il faut à un moment donné hausser le ton, arriver à parler aux autorités au niveau national. C'est pourquoi je me suis vraiment impliqué. J'ai fortement côtoyé les villages et je me suis dit, il faut qu'il y ait un interlocuteur, quelqu'un qui a accès aux médias, quelqu'un qui peut parler en leur nom. C'est pourquoi la dernière séance électorale, je me suis porté candidat et ils m'ont fait confiance. Ils ont voulu que je sois celui qui parle en leur nom. C'est pourquoi nous avons entamé cette nouvelle carrière. Félicitations quand même. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous comptez apporter de nouveau en termes de contrôle parlementaire ou soit de production législative au cours de ces quinquennats? Vous le dites si bien, le rôle d'un député, il est constitutionnel. La Constitution dit clairement ce qu'un député doit faire. Le député, c'est le faiseur de loi. Le député, c'est celui qui contrôle. Ce sont des missions traditionnelles et constitutionnelles du député. Mais la petite touche nouvelle sera, je suis un député qui est vraiment à l'écoute de la population. Vous savez, dans ma vie, je me suis vraiment beaucoup donné à la jeunesse. Pour moi, le défi que le Congo a aujourd'hui, c'est le défi démographique. Comment encadrer ces jeunes, cette population qui est sans cesse croissante. Et là, comme je suis dans beaucoup d'activités avec les jeunes, nous allons, n'est-ce pas, avoir une attitude particulière, avoir des lois qui soient beaucoup plus spécifiques, qui tiennent compte de la réalité de la jeunesse, de la réalité du Congo profond aussi. Parce qu'on a toujours reproché aux députés, une fois élus, ils ne rentrent plus à la base. Mais moi, je suis un amoureux du Congo profond, je suis un amoureux du village. Je saurais relier à la fois la réalité du village du Congo profond et la réalité au niveau national ici. Être vraiment celui qui porte la voix de ces Congolais qui vivent loin de la capitale. Il y a eu élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Il y a ce qui s'est passé il y a quelques jours. Un mot par rapport à ces bureaux-là qui est dirigé de main de maître par Mme Janine Mabunda, quand bien que l'opposition n'était pas contente de ces élections. Bon, d'abord, la féliciter, c'est une dame. Féliciter Madame l'honorable Janine Mabunda pour cette élection. C'est une élection, même s'il n'y avait qu'un seul candidat, mais c'était une élection parce qu'il y avait aussi des bulletins nuls. Il y en a qui ne l'ont pas voté. C'est une élection qui s'est tenue. Je la félicite parce que la majorité parlementaire FCC Cash a une fois de plus démontré qu'elle était vraiment un seul regroupement. Elle a eu beaucoup de voix. Ce qui s'est passé ainsi. Il y a eu certes la mauvaise note, la mauvaise touche, c'est le retrait de l'opposition politique ou l'opposition
l'opposition parlementaire, mais je me dis que c'est aussi un droit. La démocratie, c'est ça. On est libre, la liberté, c'est ça aussi. On est libre de voter, on est libre de s'abstenir, on est aussi libre de se retirer. Évidemment, on peut spéculer sur les motivations qui ont poussé l'opposition à se retirer. Elles ne sont pas non plus nulles, hein. Ils ont des raisons valables qui les ont poussés à s'abstenir de ce vote. Ils ont évoqué notamment le fait que les effectifs ont changé. Il devait avoir 2 sièges, l'élément nouveau. Mais on peut aller plus loin. Cela me renvoie à certains principes, notamment la cristallisation des faits. Je me dis, au moment où les calendriers étaient mis en place, ils n'avaient pas encore cet effectif-là. L'élément nouveau est venu après. On peut aller plus loin. On peut encore dire que aujourd'hui que la Cour constitutionnelle rend les arrêts, l'élément nouveau peut aussi apparaître. Faut-il encore toujours revenir parce qu'il y a un élément nouveau avec les arrêts de la Cour constitutionnelle ici. Il y aura certes de nouveaux députés qui seront validés. Il y en aura qui vont perdre le siège. Peut-être que les équilibres peuvent aussi changer. Faut-il encore revenir sur la composition du bureau définitif parce qu'il y a un élément nouveau? C'est autant d'analyses qu'il faut faire, mais ce qui est important, il faut absolument que la machine décolle, que l'État se mette en place, que les institutions se mettent en place pour répondre à ce besoin important de la population. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, en début de cette semaine, a annoncé dans la province de Tshopo qu'il nommera le Premier ministre dans quelques jours. Nous sommes déjà à la fin de la semaine. Quel profil donnez-vous à ce nouveau Premier ministre et au gouvernement prochain? Il faut dire que le Congo traverse une situation assez particulière, une première dans son histoire, la cohabitation. Il y en a qui appellent ça cohabitation, il y en a qui parlent de la coalition. Vous avez un chef de l'État qui n'a pas la majorité parlementaire, c'est vrai. Il y a eu cet appel qui était lancé en son temps par le chef de l'État sortant, son Excellence Joseph Kabila, qui avait appelé aux forces progressistes de se mettre ensemble. Et apparemment, c'est suivi. Aujourd'hui, FCC et CACH constituent la majorité parlementaire. Mais faut-il encore qu'il y ait un animateur de l'exécutif qui soit à la hauteur, n'est-ce pas, de ce clivage, de ce contexte politique? Je pense qu'ils se sont vus plusieurs fois et très bientôt nous saurons qui sera, n'est-ce pas, le formateur de ce gouvernement. Mais je me dis que la composition du gouvernement, c'est un signal fort de ce que veut la population. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup attendent du président Félix des réformes assez profondes. Beaucoup attendent de ce couple, de ce mariage FCC et CACH, des réalisations sociales, des réalisations économiques, des bons économiques, des réalisations dans le domaine sécuritaire. Et je pense que le choix des animateurs du gouvernement, le choix des ministres, ça sera un message profond, un message qui sera lancé à la population. Qui sera ministre, qui sera vice-ministre, qui sera premier ministre. Déjà l'ossature, la présentation même de cette équipe sera un message à la population. Est-ce qu'on veut continuer avec les mêmes? Est-ce qu'on veut casser? Est-ce qu'on veut changer? Tout ça, ça rentre dans un message fort que le président devra lancer. Vous aviez adressé une lettre au président de la République, Félix Tshisekedi. Pouvez-vous nous dire brièvement les contenus de votre lettre? Merci beaucoup. En fait, c'était une lettre, une démarche purement républicaine et citoyenne parce que beaucoup pensent que pour s'adresser au chef de l'État, il faut être ministre, être directeur ou être, je ne sais moi, responsable quelque part. Mais je le rappelle encore, c'est le droit de tout Congolais d'adresser une correspondance au chef de l'État. C'est le droit de tout Congolais, je le rappelle. Même la maman maraîchère, même la sentinelle peut s'adresser au chef de l'État parce que c'est son président. J'ai pris cette démarche pour m'adresser au chef de l'État. C'est une lettre ouverte parce que c'est une démarche que j'ai menée au grand jour. Je suis du FCC, je suis du PPRD, parti politique MIP, mais je me suis adressé au chef de l'État parce que c'est notre chef de l'État. Dans ma lettre, je pose un principe. Je reconnais d'abord le combat de l'UDPS comme étant un grand parti de l'opposition pour que la démocratie soit aussi effective dans notre pays. Je reconnais ce combat. Je reconnais aussi ce que le président Kabila avait à son temps fait. Et je me dis que pour que le combat de l'UDPS, pour que l'avènement de la démocratie soit effectif, pour que l'état de droit que nous appelons de tous nos voeux soit un vécu quotidien, il faut penser au social. J'ai dit aujourd'hui que tout le monde s'accorde à dire que la corruption a détruit le pays. La corruption
à déranger le système économique du pays. Mais pour combattre la corruption, il faut d'abord améliorer le social. Aujourd'hui, on est nommé, on veut directement s'assurer sa propre retraite. On veut s'assurer de ses soins de santé. Ce qui amplifie la corruption ou le vol, si on veut le déterminer ainsi. Pour lutter contre le vol, c'est vrai, on parle de la justice, mais la justice, celle, vous n'allez pas mettre tout le pays en prison. Si tout le monde continue à voler, il n'y aura plus de place en prison. Il faut absolument la sécurité sociale. Et la sécurité sociale, c'est le manger. La sécurité sociale, c'est la santé. La sécurité sociale, c'est la gestion du chômage. Beaucoup de Congolais chôment. Quel est le regard qu'on a vis-à-vis des chômeurs? Et j'ai dit au président Félix Tshisekedi, pour que le credo de l'UDPS, le slogan de l'UDPS quitte le slogan et devienne une réalité, il faut d'abord le social. Et pour ce faire, j'ai proposé au chef de l'État qu'il puisse concevoir, mettre en place un ministère dédié de la sécurité sociale. C'est une volonté constitutionnelle qui n'a jamais été mise en place. Aujourd'hui, si le Congolais sait que quand je suis malade, je serai pris en charge. Si le Congolais sait que quand j'entre en chômage, j'aurai un traitement particulier. Je ne dis pas que la corruption va disparaître, mais la corruption va se rabaisser à un niveau qui sera quand même acceptable. C'est pourquoi j'avais, à mon sens, suggéré au chef de l'État de créer un ministère dédié à la sécurité sociale. Beaucoup diraient, voilà, il y a le ministère des Affaires sociales, il y a le ministère du Travail et Prévoyance sociale, il y a même le ministère de la Santé publique. Effectivement, c'est une matière transversale. Mais pour donner de l'importance à la notion de la sécurité sociale, j'ai pensé qu'il fallait un ministère dédié. Et aussi, j'ai critiqué un peu l'apolitisme, le côté politisé des structures spécifiques de la sécurité sociale. Quand le politique doit intervenir dans tout, ça n'a pas de sens. Il faut à un moment que les techniciens soient aux commandes des structures. Moi, j'ai toujours été contre cette mise en place des mandataires de l'État. Quand il y a un régime qui arrive, il faut mettre en place les mandataires de l'État. On met des politiques à la tête des institutions spécifiques de l'État technique. Ce n'est pas une bonne manière. Moi, j'ai toujours plaidé pour la méritocratie, les techniciens, ceux qui ont de l'expertise, qui puissent monter des grades jusqu'à gérer les entreprises, le portefeuille de l'État. Je l'ai annoncé au début de cette émission que nous allons également parler de l'actualité sportive. Honorable Guy Mafuta, les U23, les léopards de U23 venaient d'être disqualifiés. Un mot par rapport à ça en tant que mécène sportif. C'est une grosse déception. Vous savez, c'est un groupe de jeunes qui nous a quand même à un moment donné fait rêver leur brillante qualification, mais arriver à un haut niveau, perdre la qualification parce qu'il y a une erreur ou une négligence administrative qui n'a pas été suivie, c'est quand même grave. Mais moi je dis qu'il faut rechercher tout dans le commencement. Il faut voir au niveau de la base comment sont gérés les dossiers administratifs de nos jeunes gens. J'ai un club, mais quand je vois au niveau de l'entente, au niveau des ligues, quand le jeune a sa licence, il faut être regardant par rapport à l'âge. Vous avez aujourd'hui, pour les athlètes congolais, et c'est dans beaucoup de pays africains aussi, un âge sportif et un âge biologique. Souvent, la tendance est rabaissée. À un moment donné, ça vous rattrape. Et là, c'est quelque chose quand même, surtout que ce n'est pas la première fois. Déjà, avec Club, on a vécu ça aussi. Quelque part, il faut que les sanctions s'en suivent et qu'on mette un peu de sérieux dans les documents, dans le traitement des dossiers de nos athlètes qui vont surtout au niveau international et à un niveau comme ça. Là, le problème revient à la fédération? Oui, la fédération, la gestion même administrative de cette instance, organe fêtier de notre football congolais. Moi, personnellement, je me dis, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Je ne minimise pas le travail qu'ils font. Mais je me dis, si vous vous rappelez bien, il y a 2 ou 3 ans passés, il y avait les états généraux de football. Je crois que c'était à la Gombe, ici, à l'hôtel Béatrice, où il était convenu qu'il y ait une constituante, il y ait des assemblées générales pour que certaines résolutions soient formalisées. Mais à ce jour, rien n'a été fait. Si vous voyez très bien, je le dis toujours, ceux qui décident sur le football congolais, la grande partie, ce sont des gens qui ne connaissent pas c'est quoi la gestion d'un club de football, qui ne connaissent pas combien coûte un ballon, qui ne connaissent pas combien le poids n'est-ce pas, de gérer les athlètes. Quand vous voyez de l'Assemblée, les membres de l'Assemblée générale de la fédération, par exemple, sur 10 membres, à peine 2, on invite seulement 2 des responsables de club.
c'est pas normal. Il faut qu'à un moment donné, que ceux qui prennent la décision pour le football soient effectivement ces gens-là qui ont ce fardeau. Aujourd'hui, madame, je vous dis, si vous examinez très bien, à peine 2 ou 3 clubs émergent fortement. Et à la tête de ces 2-3 clubs, il y a des hommes influents du pays. C'est dire quoi? C'est dire que le football, il faut beaucoup d'argent. Et nous autres, qui n'avons pas de sponsors, ce sont nos familles qui sont sacrifiées. Et quand il faut prendre la décision, c'est une personne qui n'a pas le souci, qui ne sait pas combien coûte, n'est-ce pas, la prise en charge d'un club de football, qui prend la décision. Quand vous décalez un match, quand vous reportez une rencontre, quand vous délocalisez une rencontre, c'est beaucoup d'argent pour nous. Ce qui nous pousse à réfléchir, à reconsidérer les choses, à revenir sur les fondamentaux. Il était question de revoir, de réétudier la question, dégager une vraie politique. Aujourd'hui, c'est bien beau. J'ai apprécié que le chef de l'État aille au stade avec la victoire de 1-0 face au Libéria. Mais là, on intervient en aval. C'est vrai, quand l'équipe va aller en Égypte aujourd'hui, tout le monde est excité, il faut aller, il faut remporter la coupe. J'ai suivi le coach Ibengue, qui est quand même assez mitigé, qui vous dit clairement qu'il ne faut pas lui demander de ramener la coupe ici. Il est en train de voir les joueurs qu'il a. Mais tout ça, ça se prépare. Il faut dès le bas âge préparer ça. Ce n'est pas au soir, ce n'est pas au niveau le plus élevé qu'on va espérer avoir un miracle. Et pour le faire, il faut mettre des animateurs qui ont la passion de la jeunesse, qui savent aussi se dépenser pour le football, plutôt que mettre des gens qui en réalité ne font que tirer des dividendes, qui ne sont pas prêts à dépenser pour le football. Là, c'est quand même quelque chose qu'il faut corriger. Vous êtes aussi le président de FC Dibumba. Quels ont été vos sentiments lorsque vous avez appris que le FC Dibumba a été exempté de la phase préliminaire? C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Moi, j'ai suivi, et c'était d'ailleurs au tirage au sort. En principe, ça devait être d'office. Dibumba, c'est quand même un club qui a fait 3 saisons à la Ligue 1. Et bon, quand il fallait exempter certains clubs, grands clubs entre guillemets, Dibumba devait quand même être parmi ces clubs-là. Mais cela n'a pas été entendu de cette oreille. Nous sommes allés jusqu'au tirage au sort et le sort a décidé que Dibumba soit exempté du tour préliminaire. Mais je pense que ce qui est pour nous important, c'est de travailler. Ce n'est pas fuir les matchs, parce que quand on s'inscrit, c'est pour affronter tous les clubs. C'est de travailler, travailler sérieusement, voir comment on peut faire un beau parcours dans ce nouveau challenge qui s'ouvre à nous. Nous travaillons, nous avons fait un bon recrutement, je pense, et nous sommes en train de régler ce qui doit être réglé pour que Dibumba fasse un parcours appréciable. S'agit-il d'un favoritisme? Il n'y a pas de favoritisme dans tout ça. Dibumba, je dis dis-moi, c'est une ambition. Nous avons beaucoup de volonté. Nous voulons effectivement donner la chance aux jeunes gens de taper le ballon. Et Dibumba le fait. Et je pense que quand vous voyez notre parcours, et souvent je me plains de l'arbitrage, Dibumba ne bénéficie pas d'un quelconque favoritisme. Et je suis un sportif, je suis du genre à dire, voilà, j'ai perdu à la loyale, mon équipe n'était pas au niveau, l'entraînement n'était pas au point, les conditions physiques n'ont pas permis plus qu'on remporte un match. Et je félicite ceux qui sont bons. Donc pour nous, le favoritisme ne profite pas au sport. Il faut qu'effectivement les clubs qui méritent remportent. Ce que j'ai toujours condamné, c'est quand on débute un championnat, on sait que le premier sera X, le deuxième sera Y, le troisième sera... Ça, c'est pas bon. Il faut donner la chance à tout le monde. Il faut que les équipes se comportent et le même traitement sur le terrain. Et je pense que c'est un message que je lance aussi aux organisateurs pour que justice soit faite pour tout le monde. Quel objectif qui s'est fixé à Sidi Bumba pour cette 55e édition de la Coupe du Congo? Ça allait jusqu'au bout, hein, aller jusqu'au bout, jouer la finale. Et comme vous le savez, une finale se gagne, ne se joue pas. C'est ce que Dibumba s'est fixé comme objectif. C'est aussi un moyen pour nous de relancer le club. Nous avons passé une saison assez terne. Hein. On était loin des caméras d'ailleurs. Beaucoup se demandaient si Dibumba avait disparu ou quoi. Dibumba avait des sérieux problèmes de financement. Vous le savez, je l'ai toujours dit. Dibumba n'a jamais reçu l'appui de la province, le Kassai. Aujourd'hui qu'on a un gouverneur qui est un sportif, un ancien dirigeant de club, j'espère que les choses seront assez différentes. Mais Dibumba avait des sérieux problèmes. Et comme j'étais candidat, excusez-moi, comme j'étais candidat, je devais faire un choix.
entre les clubs et ma campagne. J'ai dû un peu mettre le club en veilleuse. On est allé en Ligue 2, on a joué le maintien, on n'avait pas beaucoup d'ambition parce qu'il y avait la campagne. Maintenant que ces choses faites, nous nous remettons au travail et je pense que les jeunes gens ont compris ça, ils sont vraiment engagés parce qu'on aura une bonne prestation. Vous pouvez aussi connaître les motifs de votre rencontre qu'il y a eu entre l'ex-gouverneur de la province Kassai-Orientale, Moïse Kasange. Et au fait, aujourd'hui, dans les milieux sportifs, quand vous parlez avec les athlètes, ils pensent que le fait que nous soyons députés, c'est une valeur ajoutée. Ils peuvent aussi avoir des retombées là-dessus. C'est pourquoi je nourris un projet, j'ai mûri un projet et je suis allé discuter avec mon collègue, l'honorable Ngoka Sanji. Pourquoi lui? Parce qu'il est député comme moi, il est législateur comme moi. Nous nous sommes dit que le défi majeur aujourd'hui, c'est le financement des clubs. Il faut arriver à financer les clubs. Et nous, en tant que législateurs, nous allons réexaminer encore la loi sportive qui a été promulguée il y a peu. Voir en quels termes on peut proposer des amendements, si pas améliorer aussi au regard du vécu quotidien. Je suis allé de voir pour échanger avec lui et je le remercie parce qu'il a été très ouvert et très réceptif. C'est un petit noyau, nous allons l'élargir à d'autres dirigeants sportifs et nous allons aussi convier la presse, les analystes sportifs et même les athlètes pour organiser au finish un atelier qui pourra nous donner les outils, les arguments nécessaires pour aller affronter les collègues députés à l'hémicycle pour que notre passage à l'Assemblée nationale ait quand même des retombées positives pour le football congolais. Nous arrivons petit à petit à la fin de notre émission. Honorable Guy Mafuta, l'élu de Chikapa dans la province du Kasaï. Un message d'espoir pour vous donner au peuple congolais en général, surtout à vos électeurs en particulier. Tout le monde le dit, déjà à partir de Lumumba, le Congo est beau, un avenir à Dieu. Ce n'est pas moi qui vais dire le contraire. Mais on le chante, on le dit depuis plusieurs années. Il faut passer à l'action. Je crois que notre pays a connu un événement historique important, l'alternance pacifique au sommet de l'État. Évidemment, il y a une frange partie des acteurs politiques qui estiment que les choses ne devraient pas se passer ainsi. Mais en tant que légaliste, en tant que Congolais patriote, il y a eu l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui a confirmé les résultats. Et l'heure est au travail que toute revendication s'est mue en revendication politique et républicaine. Qu'on sache donner la chance à celui qui est là, à l'équipe qui est là, que nous puissions apporter des suggestions. Moi, pour ma part, fort d'une expertise que j'avais dans le domaine de la sécurité sociale, j'ai adressé une correspondance au chef de l'État, une lettre ouverte, je lui ai fait des propositions claires. Et en tant qu'encadreur sportif aussi, nous formulons aussi des propositions claires, les vœux que nous voulons pour le secteur du football. Et je pense que si chaque Congolais, dans le domaine qui est le sien, peut apporter le meilleur de lui-même, les choses peuvent aller de l'avant. Tout le monde est convaincu que c'est la corruption qui gangrène le développement. Et moi, je dis, pour combattre la corruption, il faut améliorer le social. Aussi longtemps que chaque Congolais va vouloir lui-même se créer sa propre sécurité sociale, la corruption va évoluer. Il faut à un moment donné que l'État joue son rôle. C'est vrai, on dit que le Congo, c'est un scandale géologique, mais la population ne vit pas ça. Pour y arriver, il faut mettre des structures, un cadre où le Congolais va travailler dans la sérénité. Je formule les vœux les meilleurs, les vœux les plus positifs pour mon pays, pour le prochain Premier ministre, pour le prochain gouvernement, pour le profil des animateurs qui seront conviés à cette tâche combien importante pour la nation, pour que les choses aillent mieux. Le bonheur du Congo, c'est aussi notre bonheur. Et nous, en tant qu'élus nationaux, nous devons tout faire pour que l'exécutif travaille bien. Quand l'exécutif travaille bien, même nous, dans nos circonscriptions électorales, nous sommes en paix. Aussi longtemps que le gouvernement va mal travailler, qu'il y aura toujours la misère dans nos villages, dans nos circonscriptions électorales, c'est le député qui se mettra à enterrer les gens, c'est le député qui se mettra à faire des ponts, c'est le député qui se mettra à créer le travail, l'emploi. Ça fait un peu trop. C'est pourquoi vous voyez, chaque législature, c'est 80% qui ne rentrent plus. Parce que la population s'attend à autre chose que faire les lois. Donc je pense que le gouvernement, les autorités, les décideurs, ceux qui sont dans les salons politiques, qui suivent pourront, n'est-ce pas, prêter oreille attentive à la voix
à l'appel que je lance, qui en réalité, c'est un appel de plus de 40 000 électeurs qui ont voulu que je sois leur porte-parole. Merci beaucoup, honorable, de votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie, madame. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci beaucoup à vous tous. Bonne suite des programmes sur nos antennes.